Le président togolais Faure Essozi Magnasimbe a coprésidé avec son homologue béninois Patrice Talon une réunion à Lomé sur l'examen de la situation de la communauté électrique du Bénin le 27 novembre 2018. À l'issue de cette réunion de travail entre les deux chefs d'État en compagnie de leur ministre en charge des Finances et de l'Énergie, des orientations ont été prises afin de régler les problèmes que rencontre la CEB. S'agissant de sa dette à l'égard des fournisseurs d'énergie, un accord sera signé avec ces derniers pour la mise en place d'un plan d'épurement. Le changement de l'objet social de la CEB et sa mise sous gestion déléguée à compter du 1er janvier 2019 devront permettre d'engager une procédure de recrutement d'un gestionnaire délégué et de restructurer l'entreprise. Les deux présidents ont aussi tenu à remercier leurs homologues du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour leur compréhension et leur soutien à la communauté électrique du Bénin. Créée en juillet 1968, la CEB devient après changement de son objet gestionnaire de réseaux de transport d'énergie, avec pour activité secondaire l'exploitation du barrage de Nangbeto et de 2 turbines à gaz installées au Bénin et au Togo. Les autorités ougandaises ambitionnent de booster la production du café dans le pays. Le premier pays exportateur du café d'Afrique prévoit augmenter de 19% sa production. Ceci dû à l'amélioration des conditions météorologiques dans le territoire. On peut dire que la volonté d'optimiser ce secteur par les autorités n'est pas restée muette. Ces derniers ont donc procédé dans le pays à la distribution du matériel végétal de qualité aux agriculteurs. En Ouganda, le café représente la première culture commerciale et sa production nourrit la moitié de l'activité économique de l'État. Selon l'autorité ougandaise de développement du café, Henri Ngabirano, près de 80% de la production de Kampala, capitale nationale et économique de l'Ouganda, est exportée. Pourtant, les exportateurs et les producteurs de café ne tirent pas de revenus conséquents. Ils bénéficient à peine de 6% du prix final du café à Londres. Le ciel est sans nuages entre Riyad et Yaoundé. Les deux pays qui entretiennent des rapports de coopération depuis quelques années voudraient intensifier ces relations dans le domaine militaire et sécuritaire. Voilà qui explique la visite que venait d'effectuer le vice-ministre de la Défense de l'Arabie saoudite au Cameroun. Une visite qui a été marquée par cet accueil chaleureux réservé par Joseph Betty Assomon, le ministre de la Défense du Cameroun. Ensuite, les deux délégations vont tenir une importante séance de travail, question de peaufiner et de mieux élaborer les chemins que pourrait emprunter cette coopération militaire entre le Royaume d'Arabie saoudite et le pays de Paul Biya. Nous avons eu des échanges particulièrement fructueux ce matin. Ces échanges nous ont permis d'asseoir les bases de ce que la coopération entre nos deux pays pourrait être en matière de défense et surtout de sécurité. Les relations entre nos deux pays jusqu'ici ont essentiellement été culturelles. Elles ont également été socio-économiques. Côté saoudien, on est tout aussi enthousiaste de pouvoir amorcer cette nouvelle ère de la relation entre les deux pays. Le ministre de la Défense, du moins le vice-ministre de la Défense de l'Arabie saoudite, au terme de cette séance de travail, s'est dit satisfait, mais aussi très ambitieux par rapport à ce qui doit être fait. On le comprend donc en dehors de l'aspect culturel et aussi au niveau de l'enseignement où des étudiants camerounais étudient en Arabie saoudite. Ce nouveau pan de la coopération entre les deux pays va donc renforcer davantage l'amitié qui lie Yaoundé à Riyad. La République populaire de Chine prime l'excellence académique au Cameroun. L'ambassadeur de Chine au Cameroun était justement au campus de l'université de Yaoundé 2 à Soa pour y remettre 50 bourses d'une valeur de 200 000 francs chacune. Il s'agit donc là d'une tradition vieille déjà, de 3 ans. Ils ont été choisis pour leur travail académique, ceux des étudiants ayant eu une moyenne d'au moins 12 sur 20.
Ils étaient donc répartis dans différents établissements de l'Université de Yaoundé 2 en raison de 15 par filière, de la faculté des sciences juridiques à la faculté des sciences économiques, en passant par l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, mais aussi l'Institut des relations internationales du Cameroun. 15 étudiants pour chaque filière qui ont bénéficié donc de cette magnanimité de la Chine. Et pour le recteur, cela est plutôt la bienvenue. Les bénéficiaires, quant à eux, se disent non seulement satisfaits, mais surtout heureux et pensent que cet argent va leur servir à mieux poursuivre leurs études. On pense quand même à nous, quand on ne nous laisse pas travailler sans nous donner des récompenses, on pense quand même à nous en fait. On le comprend donc, le travail bien fait a toujours une récompense et la Chine voudrait continuer à soutenir ceux qui font les efforts. La Centrafrique, un pays qui renaît de ses cendres. Depuis son indépendance en 1960, grâce au père de la nation Barthélemy Boganda, la Centrafrique a connu une succession de guerres civiles qui ont empêché le pays de connaître un véritable décollage économique. Arrivé au pouvoir en 1966, Boganda instaure un régime répressif. Il dirige ainsi avec faste un État d'une grande pauvreté jusqu'à son renversement 2 ans plus tard. La République centrafricaine connaît d'autres dirigeants autoritaires avant qu'une démocratie multipartite ne soit établie au début des années 90. Malgré certaines contestations, elle permet d'élire Ange Félix Patassé à la tête du pays. La situation politique ponctuée par des rébellions et des coups d'État demeure néanmoins instable. Après la proclamation d'indépendance en 1960, la République centrafricaine conserve de bonnes relations avec certains pays européens. Des troupes françaises, par exemple, demeurent sur le territoire et des liens commerciaux très étroits continuent de lier les 2 pays. En 1979, la France intervient même directement en appuyant le renversement du régime despotique de Jean-Bédel Bokassa, proclamé empereur en 1977. On passait en 2013 qu'une paix semblait avoir été acquise. Ceci après que des accords eurent débouché sur la formation d'un gouvernement d'union nationale dirigé par François Bozizé. Mais que non. Le 24 mars de la même année, les rebelles de la coalition Seleka s'emparaient de Bangui, obligeant ainsi Bozizé à prendre la fuite. Michel Djotodia s'autoproclama ainsi président de la République centrafricaine. 9 mois plus tard, l'ONU permet à la France d'envoyer des troupes armées en République centrafricaine pour désamorcer le conflit et protéger les civils. Cette initiative portait le nom d'opération Sangaris. Le 10 janvier 2014, Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaye annoncent leur démission lors d'un sommet extraordinaire de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale. 10 jours après, le Conseil national de transition du pays élit Catherine Samba-Panza comme chef du gouvernement de transition en RCA. Le 23 juillet de cette année-là, les belligérants signent un accord de cessation des hostilités à Brazzaville. En dépit de cet accord, le pays est divisé en régions contrôlées par des milices sur lesquelles ni l'État ni la mission de l'ONU n'ont prise. En 2016, après avoir été démocratiquement élu, Faustin-Archange Touadéra lance un processus de réconciliation nationale afin de rendre justice aux victimes des guerres, la plupart déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Regina Konzi Mongote, ministre et conseiller du président, a la charge d'élaborer le programme de réconciliation nationale et de paix. Un document proposé en décembre 2016 et adopté à l'unanimité par les organismes internationaux. Pour y arriver, il est soutenu par la communauté internationale avec qui il signe certains partenariats. À cet effet, tout est parti de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, et le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, à Sochi, le 9 octobre 2017. Lors de cette rencontre, les 2 hommes ont convenu d'intensifier leurs relations et ont conclu un accord sur le renforcement de la coopération entre leurs pays dans les domaines politiques, économiques, humanitaires et sécuritaires. Appui qui a permis à plus de 800 soldats d'être prêts à défendre l'État centrafricain.
En effet, du 31 mars au 17 septembre 2018, 4 promotions des FACA sont sorties du centre de formation de Berengo sous la houlette des instructeurs russes. Un acte qui démontre que la renaissance de la RCA est en marche avec le soutien de la Russie. Et ceci au vu de plusieurs autres accompagnements, notamment l'arrivée en 2018 des aides humanitaires, des appuis sanitaires dans les hôpitaux, ainsi qu'une remise des kits scolaires et sportifs aux jeunes du pays. Les différents partenariats de la RCA avec l'Occident ont contribué à instaurer la paix dans le pays de Archange Touadéra. Une stabilité politique qui a permis de tirer l'économie vers le haut. Pour preuve, la croissance du PIB est passée de 2,4% en 2009 à 4,5% en 2017. Ce jeudi, 29 novembre 2018, la Commission électorale centrale de la Géorgie a annoncé la victoire de Salomé Zourabichvili à la présidence du pays. Largement élue avec 59,52% de voix, elle a dominé son opposant, le candidat Grigol Vachatse, qui a totalisé 40,48% de voix. Un ancien diplomate exerçant sous la houlette de Mikhail Saakachvili de 2008 à 2012. Soutenu par le richissime ex-premier ministre Bidzina Ivanichvili, Salomé était la candidate investie du parti Rêve géorgien. Née à Paris en 1952 et fille de parents géorgiens ayant fui leur pays en 1921 pour échapper aux répressions bolcheviques, Salomé Zourabichvili est arrivée en Géorgie en octobre 2003 en qualité d'ambassadrice de France sous Jacques Chirac. En novembre de la même année, la révolution des Roses est née dans le pays. Une révolution qui a mené à la démission du président Edouard Shevardnadze le 23 novembre 2003. Au bout d'un an, le limogeage de Salomé a fait naître une manifestation contre son départ. Une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Tbilissi, capitale de Géorgie. Ce qui a servi de transition pour que l'ancienne diplomate rejoigne les rangs de l'opposition et devient une des plus féroces critiques de l'ancien président Mikhail Saakachvili. En guise de rappel, le poste de président est devenu symbolique en Géorgie. Ceci après de récents changements constitutionnels dans la République.